Bienvenue à toutes et à tous et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour cette 6e table ronde du Forum Égalité qui s'interrogera la manière dont on peut construire une culture d'égalité, de bienveillance et d'inclusion au sein des organisations. Elle sera animée par Nora Hamadi, productrice de l'émission Sous les radars à France Culture et présentatrice de Vox Pop sur Arte. Et elle sera accompagnée dans cet exercice de Marine Gillis et de Marie Videbien, toutes deux doctorantes en histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Merci à toutes et tous. Nora, c'est à toi. Merci beaucoup Cédric, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous pouvez bien entendu nous suivre ici à Angers, au Centre des Congrès et en ligne. En ligne, n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions, vos remarques, elles me seront transmises et je me ferai votre porte-voix. Donc surtout n'hésitez pas. On va justement essayer de travailler, de se poser sur cette question de l'inclusion dans les organisations, alors que ce soit entreprises, institutions, de manière générale. Comment faire en sorte de créer cet environnement dit de bienveillance, selon un mot qui est très à la mode en ce moment. Nous allons tâcher de voir donc comment est-ce qu'on peut proposer des solutions pratiques autour de cela. J'ai la chance cet après-midi d'être accompagnée par Caroline Courtin. Vous êtes responsable diversité, égalité, inclusion pour le groupe BNP Paribas, une banque française. Bienvenue. Domenica Guidei-Bidou, vous êtes actuellement en ligne et donc vous nous suivrez à distance, vous interviendrez à distance. Vous êtes conseillère stratégique indépendante, coach et formatrice sur justement ces questions d'équité, d'inclusivité, de diversité. Vous vice-présidez le bureau de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Voilà. Et vous êtes donc aux Pays-Bas. Bienvenue à vous. Tatiana Moura, vous êtes chercheuse au Centre d'études sociales à l'Université de Coimbra. Membre de Men Engage Global Alliance, cofondatrice et coordinatrice du réseau Iberia de Men Engage et membre du comité d'association Promundos au Portugal. Annabella Vaz Ribeiro, vous êtes directrice du Global Compact Network au Portugal. Et donc je suis accompagnée par Marine Gillis et Marie Videbien. Et donc surtout, n'hésitez pas, mesdemoiselles, je compte sur vous. Je ne vais pas animer cette table ronde toute seule. D'accord ? Parfait. Comme vous le savez, vous avez l'habitude désormais, vous pourrez prendre la parole, poser vos questions, n'hésitez pas, je compte sur vous. Et peut-être l'objectif étant de savoir d'où vous parlez, mesdames. Commencer par un petit tour de table. Cette question, Caroline Courtin, notamment de construire une culture d'égalité, de bienveillance, d'inclusion au sein des organisations. Vous travaillez, je le disais, pour une banque française, une des plus grandes banques françaises. Qu'est-ce que ça veut dire à la place où vous êtes ? Bonjour, d'abord merci pour cette invitation. Je dirais que pour nous, alors nous c'est une notion qui s'est installée dans l'entreprise assez progressivement, puisque c'est d'abord des notions de diversité qui sont arrivées dans l'entreprise il y a une vingtaine d'années. Et puis une fois qu'on a la diversité dans l'entreprise, il faut évidemment qu'elle puisse s'y épanouir. Et donc le bon sens, c'est de se dire que quand on vient travailler dans une entreprise, on y vient le matin le cœur léger, on s'y sent pleinement inclus. Et ça fait d'ailleurs partie des questions qu'on pose chaque année à nos collaborateurs. Est-ce que vous vous sentez pleinement inclus dans l'entreprise? Voilà, on est extrêmement soucieux de cette inclusion. Donc moi j'ai en charge de l'animer. On est une quarantaine dans le monde à travailler sur ces sujets. Au sein du groupe BNP Paribas? Oui, absolument. Exactement. On est une quarantaine de responsables diversité et on travaille ce sujet de l'inclusion de manière mondiale puisqu'on est présent dans 70 pays. Et alors c'est quoi la diversité ? Alors, ce qui est intéressant, c'est il y a 3 notions importantes. La première notion, c'est la notion de discrimination, c'est-à-dire de prendre une décision en fonction d'un critère qui n'est pas un critère de compétence, mais qui est un critère de ce que l'on est. Une femme, une personne en situation... une des caractéristiques de qui on est. Parce qu'on peut être une femme, on peut être en situation de handicap, on peut être LGBT+. Ça, c'est la discrimination. Et la discrimination, c'est une notion juridique. C'est interdit par la loi et donc c'est une notion juridique. La diversité, c'est un concept. C'est finalement quelles sont mes différences ou qu'est-ce qui me caractérise. Qu'est-ce qui fait que je peux me sentir différent ou
comme quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est des notions qui sont de plus en plus travaillées. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler, eh ben, tout le monde s'habillait pareil dans les entreprises. Voilà, il y avait le fameux costume. On venait de manière très homogène, normée. Les entreprises sont moins normées. Aujourd'hui, on peut arriver un peu plus comme on est. Voilà. Comme dirait le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes, c'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est un peu ça. Alors, moi, on est plus en basket, donc. On est, par exemple, plus en basket. Voilà, la génération qui arrive est la génération qui gagne les baskets. On a eu la génération qui a fait tomber la cravate. Maintenant, c'est la génération qui arrive en basket. Mais on est aussi plus libre de s'exprimer. Moi, pour donner un exemple très concret, nous, ce qui nous importe, c'est et moi, c'est aussi comme ça qu'on mesure l'inclusion. C'est quoi la discussion le lundi matin au café? On revient tous de week-end, on dit alors t'as passé un bon week-end. Est-ce que si je suis allée au mariage de ma sœur qui s'est mariée avec une femme, je me sens aussi libre de le dire que si elle s'était mariée avec un homme? Voilà. Et donc l'inclusion, c'est finalement quelle liberté j'ai par rapport à une norme. Mais après, l'inclusion, elle est aussi très pragmatique et peut-être qu'on y reviendra. Aujourd'hui, nous, on a, si je prends la France, alors plus dans le monde, mais si je prends la France, on a 1800 collaborateurs en situation de handicap. Donc l'inclusion, c'est m'assurer qu'ils peuvent prendre les transports, ou en tout cas qu'on gère les transports pour qu'ils puissent venir travailler. C'est que leur poste de travail est adapté. Donc l'inclusion, elle n'est pas que comportementale, elle est aussi très concrète dans les solutions que l'on offre à nos collaborateurs et nos collaboratrices pour qu'ils puissent travailler. Et je dirais de manière très pragmatique. Enfin, les entreprises travaillent aussi sur ces sujets parce que ça a été prouvé. Quelqu'un, et j'ai envie de dire c'est du bon sens, quelqu'un qui est bien, qui a des bonnes conditions pour travailler et quelqu'un qui travaille bien. Et donc, si on veut être performant collectivement, l'inclusion, elle fait partie des valeurs et en tout cas des solutions indispensables en entreprise. Merci beaucoup, Caroline. Domenica, vous de votre côté, voilà, en quoi consiste justement votre mission de conseillère, de coach, formatrice sur ces questions d'équité, d'inclusivité, de diversité? Et quelle est votre mission au sein du bureau de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance? On sait à quel point ces questions aujourd'hui fracturent nos sociétés. On ne va pas ici poser le débat autour du wokisme qui perturbe la France, je dirais, en ce moment, mais on sait à quel point justement ces questions peuvent parfois donner lieu à des débats parfois hystérisés. Alors vous, aux Pays-Bas, comment ça se passe? Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation à ce forum sur l'égalité. Merci, je suis ravie de participer. Et les échanges jusqu'à présent ont été très intéressants. Ma collègue, ce qu'elle vient de dire, a été très intéressant sur la diversité. Nous avons un comité de suivi européen qui lutte contre la xénophobie, le racisme et l'intolérance, qui a été instauré en 1993 et qui est un des membres d'ECRI. Je voulais vous parler un peu de ce qu'on fait et du suivi des différents pays. Savoir un peu quelle est la situation dans chaque pays. En tout cas, c'est ce que nous faisons, c'est notre travail. Nous suivons l'évolution de chaque pays membre, donc à un niveau national. Ensuite, nous émettons des recommandations de politique. Nous émettons ces recommandations auprès des États membres dans le but de les guider l'élaboration des politiques. Peut-être que je pourrais revenir là-dessus plus tard ou vous en parler, vous faire partager ça dans le chat. Nous avons un document qui parle de l'importance du rôle des États membres dans le combat contre la discrimination. Le cadre juridique est large au sein des pays membres du Conseil de l'Europe.
La discrimination est vraiment un des phénomènes les plus répandus en Europe. En Europe, les migrants sont ceux qui en souffrent le plus des discriminations, surtout ceux qui sont sans papier, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les Roms, les afrodescendants, les Européens de couleur noire et ceux qui sont issus de l'immigration. Comprendre le racisme est vraiment très important et comprendre les discriminations aussi. Dans de nombreux pays, on parle de quotas, mais la plupart du temps, ce qu'on oublie, c'est que les femmes LGBT ou les femmes en situation de handicap auront peut-être besoin de d'autres mesures différentes de celles dont les femmes noires ont besoin. L'intersectionnalité est très importante. Et je voulais ici dire que, à écrit, nous avons des recommandations générales, une recommandation notamment contre le racisme, pour combattre le racisme. Et ce que nous observons, c'est qu'à travers l'Europe, lorsque les femmes portent par exemple le voile, elles sont particulièrement victimes de discrimination au travail. Et là, on observe une intersectionnalité entre le genre et la religion. Et ce qui peut être un obstacle à leur réussite et aussi qui peut les marginaliser. Et on y reviendra sûrement plus tard. Mais je suis aussi consultante depuis 35 ans sur l'inclusion, même avant que le terme ne soit inventé. Je travaillais déjà sur ces questions. Le cadre juridique est important, c'est certain. Mais il faut aussi créer une culture où la discrimination n'a pas sa place. Mais c'est difficile. Et je pense que par notre partage d'expérience, on va se rapprocher de notre but. Je vais m'arrêter ici pour l'instant et je vais écouter ce qu'ont à dire les autres intervenants. Merci beaucoup. Merci Dominica de cette prise de parole. Tatiana, en quoi consistent justement vos études? Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra. En quoi consistent vos travaux? Merci. Merci Nora pour cette question. Et j'en profite pour saluer toutes mes collègues. Et je vous remercie aussi pour votre invitation. Merci de nous avoir toutes réunies. Alors, je vais vous parler d'un nouveau concept, je crois qu'il n'a pas encore été mentionné, la masculinité. Évidemment, je travaille sur les questions sociales avec une équipe que je coordonne. Et justement, pour nous, le genre est lié à d'autres choses. Donc ce que nous faisons, c'est étudier la masculinité. Et nous avons également des projets de recherche et d'action. Donc nous élaborons des méthodologies qui peuvent changer les choses en matière de genre, afin que la masculinité, de promouvoir la masculinité qui ne soit pas violente. C'est dans ce sens que je souhaite intervenir aujourd'hui. Et surtout, à travers notre travail avec les institutions et les organisations. Parce que ces structures, souvent, sont très patriarcales. Elles viennent d'une société patriarcale. Par exemple, en mettant en avant des valeurs comme la rationalité, qui sont généralement masculines. Et puis d'autres attitudes, par exemple l'empathie, le soin, la conciliation, qui n'ont pas été aussi valorisées au sein de ces organisations et de ces institutions. C'est pour cette raison que nous essayons d'aborder différents points à différents âges, par exemple. Dès l'âge de 3 ans, on travaille avec d'autres professionnels qui s'occupent des enfants à partir de 3 ans, d'autres jusqu'à 12 ans. Un autre programme qui, lui, travaille avec les enfants de 12 à 18 ans. Un autre projet, Parent, qui travaille sur les questions de paternité et de prise en charge.
Et un autre projet qui vise à prévenir les violences. Voilà, chacun aujourd'hui va apporter sa pierre à l'édifice à travers ce débat, mais en tout cas, moi, je voulais parler de ce concept de masculinité. Et je pense qu'il est vraiment intéressant d'étudier ce concept. Ça peut permettre d'avoir une société plus égalitaire, plus inclusive et plus en faveur de la diversité. Souvent, les femmes occupent environ 50% du marché du travail. Mais souvent, les femmes occupent aussi une part importante de la population qui s'occupe de manière informelle de la famille, etc. Et le but, c'est d'évoluer, évidemment. Changer la grammaire de notre monde. Effectivement, grosse nécessité, mais on voit à quel point ça s'apparente aussi justement à sortir de ces codes pour faire en sorte que ces questions de diversité, en fait, elles traversent à la fois la question du genre, mais aussi donc, plus largement des handicaps, etc. Mais on y reviendra. Alors, Annabella, vous êtes directrice du Global Compact Network. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce Global Compact Network ? Le Global Compact Network est une initiative des Nations Unies, une initiative spéciale du secrétariat général de l'ONU qui a été créée en 2000 par Kofi Annan, le secrétaire général de l'époque. C'est un pacte auquel s'engagent les entreprises pour la défense d'un ensemble de principes, au nombre de 10, dans le domaine des droits humains, dans le droit du travail, la protection de l'environnement et contre la corruption. Cette initiative a été lancée parce qu'on pensait que ces problèmes ne pouvaient pas être traités seulement au niveau des gouvernements et des organisations supranationales. Il fallait également les traiter dans le monde du travail, dans les entreprises. Donc, ce réseau, cette initiative a invité les entreprises à s'impliquer. Au fil du temps, nous avons pu effectuer un certain travail. Et à partir de 2015, nous avons également commencé à travailler sur l'agenda 2030 de l'ONU, avec les objectifs de développement durable. Et évidemment, aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est celui qui s'intéresse à l'égalité de genre, l'ODD numéro 5. Donc, c'est une initiative de l'ONU. Et donc, nous devons aussi émettre des recommandations selon les pays, parce que nous avons des objectifs internationaux. Plus de 25 000 organisations travaillent avec nous. Et la question du genre, le problème du genre est l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'humanité actuellement. Nous avons à notre disposition des chiffres du Forum économique mondial qui nous montrent bien qu'il y a un problème de représentation des femmes dans la sphère économique, dans la société. Et c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Donc, outre les questions morales et éthiques autour de la défense de l'égalité, du combat pour l'égalité, outre les questions de droits humains, voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Ça fait plus de 200 ans que les femmes ne participent pas suffisamment à l'économie. Mais actuellement, le marché du travail a désespérément besoin de plus de travailleurs. Et donc, de nombreux talents sont empêchés de rejoindre ce marché du travail.
Et ce qu'on essaye de faire, donc, c'est d'apporter une nouvelle perspective, de permettre à plus de femmes de rejoindre le monde de l'entreprise. Voilà, ça c'est pour parler des problèmes. Je parlerai des solutions après. Le Global Compact Network conduit également des études sur les femmes et sur différents principes environnementaux. Le but est d'essayer de savoir quelles mesures politiques on peut mettre en place pour favoriser une culture égalitaire. Et ce qui nous manque, sur quoi nous devrions nous concentrer pour agir. Et chaque année, on observe des résultats. Le rapport est sorti il y a très peu, il est disponible. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a en permanence un grand nombre d'entreprises qui s'engagent pour la diversité, pour l'égalité des genres. Environ 80% des entreprises étudiées s'engagent, mais ensuite, quand il s'agit de la pratique, on voit que seulement 20% réussissent à mettre en pratique leurs objectifs. Mais je pourrais y revenir plus tard, si vous le souhaitez. Avec plaisir, justement parce que l'idée, ce sera de travailler sur le constat, quels sont les chiffres et pourquoi il y a eu à la fois cette prise de conscience collective, quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette nécessité d'avoir une société et des organisations plus inclusives en termes de genre, en termes de diversité religieuse, ethnique, sexuelle, etc. Et plus largement sur, voilà, concrètement ensuite, comment on fait. Mais avec nous, Marine et Marie, j'aimerais bien que vous vous présentiez, mesdemoiselles. Vous êtes toutes les deux doctorantes en histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Sur quoi portent vos travaux? Allez, Marine. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour tout le monde. Moi, ma thèse porte sur l'expérience de libération sexuelle des militantes du mouvement des femmes en Bretagne et Pays de la Loire. Donc, c'est les années 70. Et oui, histoire contemporaine et des sexualités. Et donc... vous êtes en deuxième, troisième année de thèse, c'est ça? Quatrième. Quatrième. C'est pas grave. Et je suis aussi militante à Archives du féminisme. Qu'est-ce que c'est, Archives du féminisme? Je ne sais pas si la présidente est là. C'est pas grave. Si elle est là, mais du coup, va falloir le pitcher, vous, toute seule, comme une grande. Donc, c'est une association qui a pour objectif de collecter et de préserver les archives pour l'histoire des féminismes. En gros, en très gros. En très gros. Voilà. Et pas que dans les pays de la Loire, j'imagine. Non, au D'accord. niveau national. Au niveau national. Parce que la question de la mémoire des luttes féministes, en fait, est assez peu travaillée. C'est ça l'idée? Parce que des fonds disparaissent et qu'il faut absolument les préserver. D'accord, les fonds disparaissent carrément. Je parle de très très loin, je ne connais pas du tout ce sujet. Merci beaucoup, Marine. Marie. Bonjour. On vous entend. C'est bon? Ouais. Moi, pour ma part, je suis aussi doctorante comme Marine, et je travaille sur les syndicalistes au sein des mouvements féministes de la première vague. Donc, moi, fin 19e, début 20e. Et j'analyse leur itinéraire militant, leurs pratiques militantes que ces syndicalistes vont mettre en place au sein des mouvements féministes et interroger l'intersectionnalité entre ces différentes luttes et ces différents mouvements sociaux. D'accord. Oh. Et vous aussi, quatrième année? Quatrième année, oui. Ça fait mal, mais quatrième année. D'un titre plus personnel, je suis donc aussi membre de l'association Archives du féminisme, que Marine a très bien expliqué. Et l'un des buts aussi c'est non seulement récupérer des fonds qui se perdent, mais aussi de valoriser ces archives pour le faire connaître un maximum au grand public. Parce que ça peut être parfois un public de niche ou un public de militants, ce qui est très bien, mais autant valoriser ces fonds. Le féminisme n'a pas commencé avec la vague MeToo, quoi. Soyons clairs. Non, c'est beaucoup plus... par exemple, le droit au travail remonte dès le milieu du 19e siècle, donc non. Et même au-delà. Mais et par ailleurs, d'un point de vue aussi personnel, je suis aussi une personne en situation de... Enfin, je suis handicapée. Donc voilà, je m'intéresse. Donc la question de l'inclusion, justement, vous est, j'imagine, particulièrement chère.
Oui, on va dire ça. Vous l'avez expérimenté notamment à l'université, j'imagine. Au cours des études, à l'université, et puis même d'un point de vue plus personnel et social, puisqu'il n'y a pas que la branche professionnelle, il y a aussi se déplacer dans l'espace public, participer au monde associatif. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement large. Je compte sur vous, pour le coup, Marine, pour que vous veniez taquiner nos panélistes du jour. Merci à toutes les deux. Alors peut-être, si on reprend un petit peu tout ce que vous avez pu nous dire, ce qui est assez intéressant à l'image de ce que vous nous disiez à l'instant, Marie, c'est que voilà, cette nécessité, cette prise de conscience sur la nécessité d'avoir des organisations plus inclusives, à la fois sur les questions de genre, mais plus globalement sur les questions d'orientation sexuelle, sur les questions de diversité ethnique, religieuse, etc. Elles sont quand même, pardon, peut-être que je me trompe, mais on a le sentiment que c'est quand même très récent. Pourquoi, à un moment, il s'agit de se poser ces questions-là? À quel moment tout ceci a commencé à percuter les organisations et à nécessiter, et Caroline, je vais me tourner vers vous et après donner la parole à Domenica qui nous écoute depuis les Pays-Bas, à quel moment il a fallu que cette prise de conscience conduise à la création de postes comme les vôtres? Et je vais me faire un petit peu provocatrice, est-ce qu'il n'y a pas derrière, quand on voit les chiffres, une part de diversity washing? Mais bien sûr qu'on a des politiques RSE en France, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, mais finalement, quand on regarde les boards, quand on regarde les espaces de pouvoir dans les boîtes, ça reste désespérément des mâles, des blancs, en général de plus de 50 ans. Et donc, mais comme on a une responsable de la diversité, on ne pourra pas nous renvoyer à la figure qu'on n'a rien fait. Alors, ce serait trop simple si c'était comme ça. Je pense que ça date de bien plus longtemps, finalement, que ce que la société voit aujourd'hui. Moi, mon poste, il a été créé en 2004. Alors évidemment, ce n'était pas moi, mais voilà, il a été créé en 2004. Et les premiers accords, les premiers fondements en fait de la politique diversité inclusion du groupe datent effectivement d'il y a une vingtaine d'années, avec des personnes en charge qui s'en occupent, qui alimentent. Mais ça veut dire quoi concrètement? Et c'est intéressant de parler de washing, mais ça veut dire quoi concrètement? Nous, ça. Je vous taquine. Non, mais c'est intéressant. Ça passe par des cadres, des accords. Alors d'abord, et je suis ravie, voilà, que le Global Compact soit là parce que l'ONU a beaucoup aidé sur ces sujets. Il a aidé avec les WEP, donc les Women Empowerment Principles, qui sont des principes sur lesquels on s'engage quand on est une entreprise, et ça a été notre cas, à appliquer au sein de notre organisation pour créer un monde d'opportunités égales entre les femmes et les hommes. L'ONU a aidé en publiant les 17 ODD, donc l'ODD numéro 5. Nous, on a mis les 17 ODD dans notre stratégie. Donc BNP Paribas, la stratégie est articulée autour de ces 17 principes de développement durable de l'ONU. Donc il y a aujourd'hui des textes très fondateurs qui donnent des principes très fondateurs et sur lesquels on peut construire des accords d'entreprise. Donc pour vous donner un exemple, nous on a un accord monde, on fait partie il y a quelques entreprises qui ont ce qu'on appelle des global deals, c'est-à-dire qu'on signe un accord qui s'applique dans l'intégralité de nos pays. Et on a, nous, dans cet accord notamment, une mesure de congé maternité et de congé paternité. On a un congé maternité de 14 semaines, quel que soit le pays dans lequel on est maman chez BNP Paribas, ce qui veut dire qu'on est mieux disant que la loi dans une trentaine de pays. On a un congé paternité aussi partout dans le monde, voilà, quand on travaille chez BNP Paribas. Donc ces dispositifs-là, c'est très concret. Ce n'est pas que du comportement. Voilà, on parlait de handicap tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une politique très concrète et qui, je pense que c'est important de le comprendre, bénéficie beaucoup plus largement à tous. C'est-à-dire que l'inclusion, c'est vraiment avoir une capacité, non pas de penser des choses pour les hommes parce qu'on pense que les hommes pensent comme ça, ou pour les femmes parce qu'on pense que les femmes sont comme ça, ou pour les gens en situation de handicap parce qu'on pense que les gens en situation de handicap sont comme ça. C'est d'avoir une pluralité
de possibles, une pluralité d'accompagnement qui permet de créer de l'inclusion. Donc c'est vraiment de sortir de cette notion de biais et de stéréotypes, mais c'est très concret et nous c'est animé à plusieurs niveaux. D'abord dans nos textes fondateurs, donc nos valeurs, notre stratégie. Aujourd'hui on a 3 piliers dans la stratégie, l'inclusion est le 3e pilier et c'est l'inclusion en tant que banquier et en tant qu'employeur. C'est dans donc nos textes fondateurs, c'est dans nos accords d'entreprise, mais c'est aussi au travers d'acteurs multiples. Et on a à peu près aujourd'hui un peu plus de 30 000 collaborateurs sur nos 190 000 collaborateurs qui sont impliqués dans des réseaux qui sont en charge de promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Donc cette inclusion, on en a vraiment fait quelque chose d'un collectif, c'est l'affaire de tous, hein, c'est pas uniquement l'affaire d'un dirigeant ou d'un manager, c'est vraiment l'affaire d'un collectif et c'est important que ce soit multiporté dans l'entreprise et cadré dans l'entreprise. Et je finirai juste là-dessus, il y a l'importance aussi de l'exemplarité. On fait partie des rares entreprises qui publient les sanctions. Donc on publie le nombre de sanctions, le nombre de licenciements pour harcèlement, pour comportement inapproprié. On les publie, c'est voilà, dans notre rapport extra-financier. C'est être capable d'expliquer ce qui n'est pas possible de faire aussi au sein du groupe, c'est de mettre des limites en matière de comportement et de les assumer. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, qui émane, vous disiez que vous étiez à la fois dans votre activité de banquier et en tant qu'employeur. C'est parce qu'il y a une nécessité de mettre du sens, c'est parce que vos jeunes collaborateurs aujourd'hui, qui sont aussi pétris dans cette culture de l'inclusion, en fait, vous pousse à cela? À quel moment on se dit que ce n'est plus possible et que ces ODD, justement, il va falloir les intégrer en termes organisationnels dans tous les interstices de l'organisation? Chez nous, voilà, on a 52% de femmes, 48% d'hommes. On ne s'occupe pas des 52% de femmes, autant vous dire qu'on a une force de travail qui n'est pas apte ou capable ou dans des bonnes conditions pour performer. On a 170 nationalités, on a 4 générations, donc voilà, on a la matière pour faire. On a la chance d'avoir un groupe qui est extrêmement divers. Pardon ? J'étais curieuse de connaître ces chiffres qui me semblent très inspirateurs. Est-ce que vous avez également les données ventilées sur les femmes et sur, par exemple, les femmes roms, sur les femmes musulmanes, parce que ce serait vraiment très important aussi de discriminer toutes ces données. Et puis, à quel niveau d'organisation est-ce qu'elles se situent? Est-ce qu'elles font partie du conseil d'administration? C'est important de se pencher sur cela. Et puis, quel type d'organisation? La deuxième intervenante parlait de la masculinité. Je pense que c'est important de voir cela. Est-ce que vous avez peut-être la culture de l'organisation à prendre en compte? C'est important aussi de partager les bonnes pratiques. Et comment est-ce que l'on fait cela? Parce que nous sommes confrontés à ce problème lorsque nous travaillons avec plusieurs organisations. Il est problématique d'avoir toutes les données ventilées sur la race, l'ethnie, bon, entre guillemets, parce que le principal problème, c'est la discrimination. Beaucoup pensent que pour discriminer, il faut qu'il y ait une intention de discriminer pour que la discrimination soit critiquée. Mais non, la discrimination, c'est le résultat, la conséquence du mode dont nous traitons les personnes. Alors, comment faire en sorte aussi que le harcèlement est reconnu? Parce qu'il y a des infrastructures, des organisations qui fonctionnent d'une certaine façon, mais il faut réussir à se pencher sur toutes ces données. Et j'étais satisfaite aussi de l'intervention de notre collègue banquière, car vous publiez ces données. C'est une bonne pratique. Comment est-ce que vous partagez ces informations? Parce que nous avons des organisations qui possèdent ce type de structure. Par exemple,
exemple, aux Pays-Bas, en ce moment, on s'est rendu compte que certaines chaînes de télévision ont harcelé des jeunes femmes, des actrices réputées, alors des acteurs ou des actrices. Alors comment voir déceler ce harcèlement, car les préjugés aussi et la façon dont on traite les personnes est important à prendre en considération. Merci, pour Dominique, que nous puissions reconnaître ces formes de harcèlement. Alors, et ensuite, ouais, il y a beaucoup de choses, donc je vais répondre peut-être sur deux aspects, et puis comme ça, je laisserai... Et après, Annabella et Tatiana, effectivement. Alors, sur deux choses. D'abord, effectivement, nous, on est une banque, donc on aime beaucoup les chiffres. Donc, on compte ce qu'on peut compter aussi, parce que la législation n'est pas la même dans tous les pays, et c'est complexe dans certains pays de faire des statistiques ethniques, par exemple. Donc, c'est interdit en France. Alors, c'est interdit, oui et non. On a participé, nous, on a fait partie des 9 entreprises pionnières à participer à l'index égalité, qui a été l'index diversité, qui a été lancé par Elisabeth Moreno là au mois de janvier. Donc on a travaillé avec la CNIL, qui est la ministre de l'égalité homme-femme. Homme-femme, exactement. Donc on a été 9 à participer à cette initiative, et on a travaillé avec la CNIL et le défenseur des droits. Donc on voit qu'on arrive à faire des choses, mais c'est pas... Voilà, c'est suivant les pays, c'est très divers. Mais dès qu'on peut compter, on compte, et on publie. Donc on publie aussi les pourcentages de femmes dans nos bilans sociaux, mais aussi au top de l'organisation. Et ce que vous disiez est très juste. Voilà, nous on a 52% de femmes. Si je prends le haut de l'organisation, on a un tiers de femmes dans notre COMEX, 35% de femmes dans le top 100 de l'organisation. Donc on arrive maintenant à dépasser, et on vise 40% pour 2025, donc on arrive, on n'est pas à la parité, mais on arrive à avoir des chiffres qui sont quand même beaucoup plus proches que ce qu'on avait il y a quelques années encore dans les organisations, parce que les femmes aussi, aujourd'hui, sont plus poussées vers ces postes. Tatiana. Annabella et Tatiana, pardon. Muito bem. Bem, eu só queria aqui tocar aqui nos pontos que foram ditos pela Doménica, que é o seguinte. Intervention loin du microphone. Ah, le micro. Merci. Queria só tocar aqui ponto que oui, j'aimerais ici soulever une question qu'a évoquée Doménica. Nous sommes dans une logique de récit sur ce que font les organisations, et on dit qu'il s'agit de bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de bonnes pratiques, il s'agit d'un prérequis réglementaire. C'est quelque chose de différent, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à une tendance, et je ne parle pas de vous en particulier, hein, je parle du point de vue statistique de façon générale et pas de BNP Paribas en particulier. Mais nous allons voir les chiffres qui changent. Pourquoi? Parce que les marchés financiers nous poussent à faire rapport sur une série de questions qui ont trait à la durabilité. Donc cela n'a pas à voir, malheureusement, avec l'argumentaire moral. C'est lié au fait que pour être une entreprise qui est bien cotée en bourse, il faut avoir de bonnes notes, un bon rating en gouvernance sociale et environnementale. Et dans ce côté gouvernance, il y a des indicateurs qui sont acceptés et favorisés par le marché, qui sont liés à la diversité des organes de direction et de gestion. C'est ce que disait Doménica, mais aussi ce que disait notre collègue de BNP Paribas. Il ne s'agit pas d'être un homme, une femme, mais l'expérience, la nationalité, l'origine, tout ce qui compose la diversité. Et tout cela compose un indicateur d'évaluation qui place les entreprises dans des catégories et les classes en fonction de notes de Bloomberg ou d'autres agences, ce qui pousse les entreprises dans le bon sens, puisqu'à partir du moment où il y a des directives européennes qui les forcent à faire rapport sur ces questions, bien sûr, l'entreprise peut ensuite travailler au plan interne pour s'améliorer, pour avoir une meilleure position, un meilleur classement.
C'est positif, indépendamment de la raison qui nous pousse à avoir cet objectif, je dirais que c'est positif. Mais pour être clair, il ne s'agit pas de bonnes pratiques en soi, il s'agit d'une réponse stricte à des politiques réglementaires, à des politiques publiques qui doivent exister en ce moment. En Europe, une série d'instruments européens vont dans le même sens. Et c'est pour cela que nous voyons de plus en plus des initiatives liées à l'égalité des genres être créées avec des entreprises qui se penchent là-dessus. Mais il ne s'agit pas d'inquiétude vis-à-vis de cette question, mais il s'agit de répondre à une nécessité, un besoin. Si ce besoin nous pousse à réduire cette durée de 200 soit 700 qui a été évoquée, j'en serais heureuse. Merci. Alors, il y a effectivement le cadre réglementaire, mais est-ce qu'on peut faire fi des bonnes pratiques? Je ne suis pas sûre que sur la question de la grammaire masculiniste, il suffirait d'un cadre réglementaire. Não, vamos lá. Na linha do Canabel disse. Non, effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Annabella, pour atteindre l'égalité de genre, les études sur la masculinité, les projets qui promeuvent la masculinité, si tout cela peut entrer dans l'équation, bon, oui, ça abrégera un peu la voie, le chemin à suivre. Si nous considérons que l'égalité des genres est plus complexe, plus ambitieuse que d'avoir tout simplement 50% de femmes dans des postes de direction ou faire en sorte qu'elles soient représentées. Si nous promouvons une culture de l'entreprise qui soit plus liée à l'empathie, aux soins. Et là, je fais référence à des mesures liées à la paternité. Par exemple, lorsqu'une femme employée d'une entreprise tombe enceinte, la direction commence tout de suite à réfléchir à comment la remplacer, comment pourvoir ce poste qui sera donc délaissé pendant quelques mois. La même chose ne se produit pas lorsque un homme va être père. Il n'y a pas cette valorisation de la paternité, il n'y a pas cette inquiétude, cette préoccupation. Et si nous continuons comme ça, nous allons continuer à reproduire des inégalités si nous ne regardons qu'un côté de l'équation. Donc, dans la même verve que ce qu'a dit ma collègue portugaise, je considère également qu'il ne s'agit pas d'une bonne pratique, il s'agit d'une réponse à une logique de marché qui peut d'ailleurs être perverse, mais qui peut contribuer tout de même à réduire cette durée, cette attente. Et lorsque je parle de masculinité, je ne parle pas de travail de la subjectivité. Je pense que cela peut partir de l'individu, bien sûr, mais l'objectif ultime est de déconstruire une culture entrepreneuriale qui est masculine, qui est virile, qui est masculiniste, qui est patriarcale. Et c'est dans cette verve-là que je m'inscris. Qu'est-ce que cela vous inspire, Domenica, justement On a eu donc un débat sur cadre réglementaire versus éducation, grammaire dans les organisations. Finalement, il faut aussi marcher sur deux pieds et travailler sur ces deux sphères. Thank you. I just wanted to say, to add some, oui, merci. J'aimerais rajouter un détail. La société change. Et par le passé, nous n'avions pas compris, avec le passé colonial européen, à quel point l'esclavage avait eu un impact sur l'accumulation de richesses. Si nous regardons l'émigration, la mondialisation et la façon dont elles ont un impact sur les entreprises, sur l'économie, je pense qu'il faut nous redéfinir sous ce prisme, car l'Europe, de fait, est multiculturelle. Et comprendre cela reste encore compliqué pour certaines entreprises. Elles n'arrivent pas à se définir en tant que telles. Mais après, il y a la question de la définition des aspects binaires lorsque l'on pense à l'homme et à la femme. Par le passé, nous avions ce type de définition et à l'heure actuelle, nous avons des politiques de recommandations sur les questions LGBTQI+,
qui change la donne. Et les femmes trans, parfois pensent qu'elles sont en concurrence. Mais c'est toujours un défi. Alors, il faut réfléchir à comment nous allons traiter ces questions au-delà du XXIe siècle. Nous sommes en train de penser à une nouvelle dimension de la réflexion sur l'inclusion, l'égalité, et cela affecte nos vies. C'est une situation d'apprentissage pour nous tous. Et je travaille sur les questions LGBTQI+, depuis 2005. Et en quelques années, nous avons beaucoup fait en termes de compréhension des implications de ces questions. Il y a 2 ans, nous avons réussi à inclure les personnes intersexes. Donc, cela définit réellement d'une autre façon ce que nous sommes et ça change tout. Si nous pensons à la mondialisation, si nous pensons au passé, toutes ces questions sont devant nous maintenant. Il faut penser à comment nous allons créer ce futur conjoint et à comment nous allons changer nos législations, comment nous allons envisager les questions de la responsabilité et puis notre sœur du Global Compact. Ce n'est pas un service que vous rendez, c'est bien votre responsabilité. Nous avons une législation et en Europe, nous avons beaucoup de richesses. Nous avons toutes les directives sur l'égalité des genres, sur l'égalité raciale. Nous avons la question de l'égalité des salaires et tout cela n'aurait pas existé si les femmes n'avaient pas eu le courage d'aller au tribunal et de demander cela. Donc, ça a commencé déjà il y a plusieurs années et tout cela n'aurait jamais été atteint. Cela ne nous aurait pas été proposé ou offert. Donc, il faut comprendre comment utiliser les infrastructures, les législations existantes pour lutter et comprendre aussi comment nous nous sommes socialisés les uns vis-à-vis des autres, parce que on parle de diversité. Généralement, les gens sont d'accord, mais on ne veut pas, bien sûr, faire de compromis sur la qualité. Mais moi, ça me fait rire. Je me dis, mais qui définit la qualité? Voilà, merci. Oui, justement, j'allais revenir vers vous, Annabella. Finalement, ce que nous dit Dominika, c'est que le cadre dans lequel, en fait, on est en train d'évoluer, il est presque déjà dépassé. Donc, quand est-ce que ce cadre se tourne vers le 21e siècle, notamment sur les questions de genre? Je voyais un sondage il n'y a pas très longtemps qui dit que, alors c'est un sondage qui a été fait en France, mais un jeune sur 5 se dit gender fluide. Donc, qu'est-ce que ça raconte quand on est dans un moment où on se dit il faut penser l'égalité entre hommes et femmes? Quand vous avez une partie des jeunes qui vont entrer sur le marché du travail ou qui y sont déjà, qui ne se définissent même plus sur cette question, sur ces catégories hommes ou femmes, par exemple. Le micro. Je m'excuse, j'ai tendance à oublier le micro. Oui. Ce cadre réglementaire dont parlait Dominika, ces études sont très intéressantes à plusieurs égards. Tatiana a commencé aussi à ébaucher d'autres questions, mais elle n'est pas allée tout au fond, car nous ne pouvons pas distinguer la question de l'égalité et la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Nous savons que la participation de la femme, que ce soit en entreprise, sur le marché du travail, est liée à sa disponibilité et à la participation des hommes dans la sphère privée. Et plusieurs cadres réglementaires sont venus mettre ce thème à l'ordre du jour européen pour des questions qui n'ont pas seulement trait à la durée de vie et à la question essentielle au caractère essentiel de ces questions, mais aussi à la durée de vie de la population, car la population est en plein vieillissement. Et on nous pousse aussi à avoir des formes de travail plus flexibles.
qui peuvent permettre aussi d'avoir ce cadre qui permet aux personnes de rester chez elles. Nous avons une bonne pratique au Portugal. Nous avons créé des références nationales pour que les entreprises puissent créer des systèmes de gestion de la conciliation de façon à créer ce cadre interne qui soutienne une culture de l'égalité, qui permette à chaque partie de jouer son rôle et de faire ce qu'elle a à faire. Et du point de vue des jeunes, cette question est extrêmement mise en valeur. Pourquoi? Parce que les gens veulent qu'il y ait un sens dans leur vie, ils veulent avoir du temps. Et je pense que ce mouvement finit par répondre à ce besoin. Alors, oui, allez-y, Tatiana, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais peut-être nourrir ce débat avec les questions de la pandémie. Peut-être que nous en discuterons avec le public, car il y a eu un certain progrès législatif sur la question de la conciliation. Ces 2 dernières années de pandémie ont également révélé un retard, un recul immense du point de vue de la qualité de travail, de la qualité de vie des femmes, un recul dans les secteurs aussi bien privés que publics, de la recherche, avec des triples fardeaux pour les femmes ces 2 dernières années. Donc oui, bien sûr, il y a la question de la fluidité des genres, la lutte contre cette binarité de genre, prendre en considération et réfléchir sur ce qu'est l'égalité de genre. Outre ces questions, il faut également penser à débattre sur toutes ces questions qui ont été mises en lumière, par la pandémie. Alors, j'aimerais bien, pour le coup, vous entendre, Marine et Marie, sur ces questions justement d'inclusion. Enfin, alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez peut-être une question? Oui. Oui, alors simplement peut-être une piste de réflexion. Je voulais savoir outre la sphère professionnelle, quel acteur vous travaillez avec? Est-ce que par exemple vous travaillez avec des associations militantes? Je pense LGBT, Handi, etc. Parce que puisqu'on m'a permis de vous taquiner, je vous taquine. Quand on dit inclusion bienveillante, est-ce qu'il n'y aurait pas on ne pourrait pas basculer vers une inclusion paternaliste, c'est-à-dire que les rapports de domination perdurent malgré ces actes de bienveillance, parce que les personnes ne sont pas suffisamment déconstruites. Et les associations militantes qui ont par exemple des espaces de non-mixité, où il y a vraiment une espèce de parole, de libérer cet espace qui permet que les minorités s'approprient aussi leur lutte, pourraient peut-être avoir un impact sur ces différentes sphères professionnelles, et permettre véritablement de travailler conjointement et qu'il n'y a pas une hiérarchie peut-être qui s'impose et que, pour prendre un exemple très concret sur le handicap, bien souvent quand les entreprises parlent d'expérience d'inclusion de handicap, c'est les inclusions handicap PMR, personnes à mobilité réduite. On parle très peu de handicaps mentaux, de handicaps liés au sensoriel et peut-être que des interactions beaucoup plus fluides avec ce genre d'association, avec ce type d'organisation, permettraient un échange beaucoup plus juste et équitable. En tout cas, c'est une question que je vous pose. Caroline, peut-être là-dessus? C'est une question très intéressante. Alors, nous, on travaille beaucoup à la déconstruction des stéréotypes parce qu'effectivement, on a tendance beaucoup à entendre les femmes ceci, les hommes cela. Donc, c'est vrai que la masculinité et la virilité, le mythe de la virilité fait partie des choses qui sont très poreuses dans l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très concret. On a donc des réseaux de collaborateurs. On a un réseau qui s'appelle Ability, qui est un réseau sur le handicap. Et en fait, tous nos réseaux de collaborateurs, ce sont des personnes qui sont... Donc on a un réseau Pride, ce sont des personnes qui sont LGBT+, mais des alliés. C'est-à-dire qu'on a tous
un cousin, un frère, une sœur, des parents, des enfants. Donc Ability, le réseau des personnes qui sont touchées directement ou indirectement par le handicap. On a effectivement des parents, on a des enfants de personnes en situation de handicap, on a des frères, des sœurs, on a des gens en situation de handicap. Et donc le fait d'avoir ce multi-regard dans nos réseaux, ça permet effectivement de travailler sur la diversité neurocognitive. Donc par exemple, on fait des conférences sur les TDAH. TDAH, c'est les troubles de l'attention. De l'attention. Les TDAH. On fait des conférences sur les retours de maladie. On fait des conférences sur le handicap invisible. Il faut savoir que 80% du handicap ne se voit pas. Donc le mythe du fauteuil roulant est intéressant là-dessus. On travaille donc avec ces réseaux de collaborateurs qui eux-mêmes sont dans des associations, qui eux-mêmes nous contactent avec des milieux associatifs. Et pour vous donner un exemple, et c'est intéressant pour revenir tout à l'heure sur le fait de l'obligation qu'ont les entreprises. Évidemment, les entreprises, aujourd'hui, elles ont beaucoup de pression. Elles ont de la pression de la part des investisseurs, elles ont la pression de la part du législatif, elles ont la pression aussi de la part de leurs consommateurs, puisqu'on appelle maintenant des consommateurs, donc des gens qui vont choisir des entreprises parce qu'ils estiment qu'elles sont vertueuses. Mais elles ont aussi parfois du courage et de l'audace. Et puis elles ont leurs salariés. Leurs salariés, exactement. Qui leur mettent... on voit à quel point il y a aujourd'hui, notamment sur les questions d'écologie, il y a des entreprises qui ont même du mal à recruter parce que cette quête de sens des salariés ou des jeunes fait qu'ils ne se tournent plus vers ces entreprises-là. Exactement. Après, il ne faut pas non plus balayer le fait que les entreprises peuvent avoir de l'audace, peuvent avoir aussi des positions très fortes. Il y a une association importante en France qui s'appelle l'Autre Cercle, qui est l'association pour l'inclusion des LGBT+, dans le monde du travail. Et il y a une charte qu'on peut signer et appliquer dans son entreprise. Nous, on a signé cette charte en 2015. Et en fait, le monde est tel que tout voyage très vite. Et en fait, cette annonce de signature de charte est partie, a été communiquée avant même qu'on la signe. Et au moment où elle a été communiquée, notre directeur général a reçu plus de 10 000 mails, d'insultes et de menaces de fermeture de compte, parce que certaines personnes estimaient que BNP Paribas n'avait pas à se mêler de questions de sexualité, c'est comme ça que c'était exprimé à l'époque. Des menaces de fermeture de compte. Eh bien, cette charte, elle a été signée. Donc, voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Il y a des entreprises qui, à un moment donné, décident de prendre des décisions qui, parfois, ne plaisent pas à la société. L'inclusion ne plaît pas forcément toujours à la société. Et donc, quand c'est le cas, je pense qu'il faut aussi le souligner parce que des gens ferment des comptes parce qu'ils estiment qu'on va faire trop pour, je sais pas, les LGBT+, c'était notre cas, mais aussi sur d'autres sujets sur lesquels on nous trouve, finalement, on trouve que l'entreprise ne reste pas à sa place. Qui est une entreprise pour faire un rôle économique. Justement là-dessus, peut-être Dominica, vu votre passé, entre guillemets, de conseillère stratégique, de coach et de formatrice sur ces questions, est-ce que c'est la place de l'entreprise ? On voit à quel point ces questions aujourd'hui, notamment en Europe, en fait, fracturent les sociétés. On ne va pas ici faire un débat politique, mais on voit à quel point les partis xénophobes, nationalistes, qui ont des discours extrêmement durs vis-à-vis des minorités ethniques, religieuses, sexuelle, on voit à quel point le débat est épidermique sur ces questions. Alors comment faire en sorte, comme nous le disait tout à l'heure Marie, d'accompagner cette déconstruction dans toutes les organisations, alors même qu'une part de la population tente à penser que ce n'est pas sa place.
Merci beaucoup pour cette excellente question. Je pense vraiment que c'est là que les organisations ont un rôle à jouer, de comprendre quel est le but de notre existence. Et peut-être que ça sera assez controversé dans certains pays comme la France, vu la culture laïque. Qu'en est-il de la question des femmes voilées ? C'est l'État qui a décidé de règles à ce sujet. Mais dans de nombreux pays, sur de nombreux lieux de travail, les choses sont différentes. Et c'est une question de culture, parce que dans certains pays, les choses sont plus acceptées que d'autres. Les femmes ont le droit de choisir de porter un voile. Mais certains voient ça comme un signe d'oppression. Mais les femmes peuvent s'exprimer, les femmes voilées peuvent dire que c'est leur choix. Et dans ce cas-là, par contre, on accuse le patriarcat de les influencer. Après le meurtre de George Floyd, on a beaucoup plus pris conscience de Black Lives Matter. Et maintenant, il faudrait se rendre compte que toutes les vies comptent. Et je pense qu'on a eu un très bon exemple. Pourquoi se bat-on ? Il faut avoir le courage de défendre ce à quoi l'on croit. Et parfois, on va rencontrer une opposition. On va y perdre. Mais il faut faire quelque chose. On ne peut plus accepter la situation. Parce que souvent, ce sont les hommes blancs de plus de 50 ans qui se sentent menacés. Mais ça n'empêche qu'il faut agir. Et c'est justement à ceux qui sont dans des rôles de pouvoir, de direction, qui doivent expliquer, qui doivent faire ce travail. Parce que sinon, nous en payerons les conséquences, comme un boomerang. Et c'est une question vraiment très subtile. Mais en tout cas, je pense qu'il est très sage de faire les choses ainsi. Nous l'avons bien vu par le passé. Nous essayons de changer les choses, mais notre société est construite sur un passé raciste. Alors maintenant, si on veut prendre un engagement social, une responsabilité sociale, il faut réfléchir à comment atteindre la durabilité, l'honnêteté, partager les responsabilités et le faire d'une manière où on donne le pouvoir d'action à tous. C'est un moment décisif et j'espère que nous saurons faire ce qui est juste. Et ici, ce n'est pas seulement une question juridique, c'est une question de leadership, une question culturelle. Il faut faire entendre les histoires de chacun. Nous pouvons tous avoir des exemples dans notre vie personnelle d'avoir été soit victimes, soit perpétrateurs de ce genre de discrimination. Mais si nous souhaitons avoir une Europe unie, au sein de laquelle les femmes ont vraiment la juste place qu'elles méritent, il faut aussi prendre en compte la question de l'intersectionnalité, parce que c'est très très important, la multidimensionnalité. Tatiana, là-dessus, ce que nous dit aussi Domenica, c'est qu'il y a une nécessité de faire face à un passé qui est collectivement celui de l'Europe, c'est le passé des empires. C'est la nécessité aussi de faire de l'éducation pour déconstruire ce que nous disait Marie tout à l'heure. C'est faire en sorte qu'il y ait une forme d'éducation collective autour de ces enjeux pour ensuite commencer à travailler sur quelles pratiques mettre en œuvre. Vous, à la place où vous êtes en tant que chercheuse, enseignante, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans vos organisations que sont les universités, qui sont elles aussi des espaces où le patriarcat, le masculinisme, il est aussi important.
qu'est-ce que ça veut dire de mieux éduquer et de faire en sorte d'avoir une éducation inclusive, une histoire collective qui inclut celle des minorités et qui ne soit pas juste l'histoire des vainqueurs? Uma pergunta simples, não é? Qual é a solução? Quelle question facile. Je pense que notre collègue Virginia pourrait sans doute y répondre très bien. Elle interviendra dans la prochaine table ronde. Manter a tradição e o ensino feminista em Coimbra, na Universidade de Coimbra e no nosso centro de investigação. À l'université de Coimbra, justement, on essaye de maintenir cette tradition féministe. Justement, dans notre centre, on étudie les questions sociales. Il s'agissait d'un groupe de personnes de gauche qui ont essayé justement de briser les paradigmes d'enquête, de recherche positiviste. Donc, dans notre centre, on essaye justement de faire bouger les lignes parce que la direction a essayé de voir plus loin, de voir ce qu'on appelle une ligne abyssale. Nous travaillons sur la masculinité à partir d'un point de vue féministe, dans le but de promouvoir l'égalité des genres. Et je peux vous parler de mon exemple. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans une organisation qui s'appelait Para o Mundo, à Rio de Janeiro, au Brésil. Et cette organisation donc travaillait en Amérique latine pour transformer les normes sociales autour du genre. En Amérique latine, dans certains pays africains, j'ai pu voir, après mon retour, quand je suis revenue au centre d'études, j'ai vu que en Europe, en fait, on avait vraiment besoin de ce genre d'approche d'évolution. Et donc, de mon côté, ce que nous avons essayé de faire, c'était d'éviter de faire des recherches sur les pays du Sud, mais peut-être soit de unir Sud et Nord, ou en tout cas, sinon, d'étudier le Nord. Parce que parfois, les choses ne sont pas très définies. La guerre, par exemple, peut être hybride. Ce n'est pas vraiment la paix. Et donc on a essayé d'adopter plutôt cette approche qui fait tout à fait sens en Europe. Donc essayer de briser les frontières. Justement, on a essayé de renverser ce que l'académie mettait sur un piédestal. Et par exemple, la vision qu'on peut avoir du travail sur le terrain. On a essayé de permettre à ces deux mondes de se rencontrer en mettant en place des projets de recherche qui soient vraiment intégrés, qui intègrent deux parties. Avoir une position féministe, c'est quelque chose, un combat du quotidien. Et ça explique pourquoi je travaille justement sur la masculinité, parce qu'on lutte contre le patriarcat, et le patriarcat, lui, nous donne une vision de la société binaire. Depuis les années 80, ce qui a été très difficile, c'était de faire la différence entre la masculinité hégémonique et la masculinité subalterne. Et cette position de subalterne, cette invisibilisation de certaines identités, justement, nous explique beaucoup de choses. Un des grands défis de la recherche, c'est essayer d'être cohérent. Quand on porte un regard sur notre objet de recherche. Et donc, avoir une vision féministe, c'est très difficile. Avoir une vision féministe, c'est difficile, mais comme toutes les visions, j'imagine, où on se décentre par rapport à une norme, et on revient à la norme que vous évoquiez tout à l'heure. Marine. Alors moi, j'ai une question que je me suis déjà posée. Donc, je vous préviens, j'ai un petit peu d'imagination. Donc, imaginez, vous rentrez chez vous le soir
Et là, vous découvrez que, sur un malentendu, vous êtes élue présidente de votre pays. Quelle est votre première mesure et pourquoi cette mesure? Mais attention, le peuple attend de vous une mesure concrète, pas de blabla et pas de chiffres. Alors, qui se lance? Vous, présidente, demain. Ben écoutez, Annabella peut-être, qu'en pensez-vous? A pergunta é muito gira. C'est une super question. Não sei, nunca pensei nisso. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Eu revejo-me, eu respondo à sua pergunta. Je vais essayer de répondre. Mais en tout cas, je repense à ce qu'a dit Domenica et je soutiens ce qui a été dit. Dans notre monde, personne ne fait partie d'une catégorie claire A ou B. Nous sommes tous différents. Il y a une grande diversité. Et nous essayons tous de mettre en avant ce qui pourrait permettre le bien-être de la société. Mais pour des raisons différentes, par exemple, pour répondre à la question du vieillissement de la population. Alors, la première chose que je ferais, ça serait de réfléchir à ce qui pourrait apporter plus de bien-être à notre société. Pas pour des catégories bien définies, mais une mesure qui serait aussi inclusive que possible, qui pourrait atteindre le plus de personnes possible. Je ne pense pas qu'il serait possible de réaliser cet objectif avec seulement une mesure, mais seulement avec un ensemble de mesures. Et cet ensemble de mesures devrait remplir des critères. Je ne crois pas forcément à des convictions bien définies, parce que ce qui apporte du bien-être, ça sera forcément quelque chose qui sera adaptable, flexible. Et parce qu'il faut respecter les points de vue de chacun. Tout le monde croit en des choses différentes. Nous sommes tous complètement différents. Et je ne pense pas qu'il y ait une solution unique. Mais évidemment, on ne peut pas échapper à certaines choses. Donc, on doit se baser sur le contexte. L'éducation est importante pour expliquer justement ces différences, expliquer les résultats que l'on peut obtenir et pour favoriser la tolérance. Puis il y a la question des quotas qui sont controversés, on en a parlé ce matin. Mais ces quotas sont toujours nécessaires. Et malheureusement, ils ne suffisent pas. Je crois aussi que les nouvelles générations valorisent des choses différentes. Si on s'y intéresse, si on s'intéresse à ce que eux les intéresse, c'est plus leur raison d'être. Et peut-être que si on allait dans ce sens, ça aiderait. On est en train d'essayer de trouver des repères. Je pense qu'en tout cas, si on allait dans ce sens, notre société serait plus égalitaire. Je le pense sincèrement. Je pense que c'est un travail qui est déjà en train de s'effectuer, mais peut-être pas assez rapidement. Donc nous avons besoin des consommateurs, mais aussi des autres. Nous avons besoin d'opposition aussi. Je pense que les entreprises sont effectivement sous pression. Parce qu'on dit souvent que les entreprises sont la solution à beaucoup de choses. Mais en fait, ce ne sont pas les seuls responsables. Elles doivent jouer leur rôle, évidemment. Et nous devons être tolérants quand on arrive dans une organisation. Il faut réfléchir à la culture que l'on souhaite instaurer. Et je pense que c'est peut-être ça le plus grand défi. Je ne sais pas si j'ai vraiment aidé avec ma réponse, mais en tout cas, c'est ma modeste contribution. Merci Annabella. Peut-être Caroline Courtin, voilà, quand on a les pieds dans la glaise, créer une culture de tolérance dans des organisations, voilà, vous n'êtes pas les seuls responsables de tout et l'entreprise ne peut pas répondre en fait à tous les enjeux qui percutent nos sociétés. Vous pouvez en faire partie, mais comment on crée ça?
de manière très pratico-pratique. Vous parliez des alliés, des réseaux dans lesquels vous êtes insérés, mais... Alors, on travaille à plusieurs niveaux. D'abord, on fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. L'entreprise, c'est un lieu de lien social. C'est un lieu de lien social très fort, puisqu'on est tous connectés. Et on le voit, nous, avec ce qui se passe en ce moment voilà, en Europe. On a des collègues en Ukraine. Donc on est tous très interconnectés et évidemment le fait de travailler dans la même entreprise, de s'y côtoyer tous les jours, c'est quelque chose de très particulier. Donc on fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication, on fait beaucoup de formation. On considère aussi que l'inclusion c'est une compétence, donc ça fait partie des compétences qui sont listées dans notre répertoire de compétences. Donc ça veut dire que dans l'entretien annuel, ça fait partie des choses qu'il va falloir cocher avec son N+1 ou... Alors, ça fait partie des discussions que chaque manager doit avoir avec ses collaborateurs. Ça fait partie des questions que les managers voient puisqu'on fait des enquêtes régulières et donc eux peuvent voir au sein de leurs équipes comment cette inclusion est perçue et donc on leur demande de travailler sur le sujet. On fait beaucoup, on a vraiment un dialogue conscient et constant sur ce sujet. On fait beaucoup d'enquêtes, on fait des baromètres sur le sexisme. On fait des baromètres voilà, sur la diversité depuis maintenant 12 ans, où on pose des questions chaque année et nos collaborateurs et nos collaboratrices répondent assez massivement. On a des verbatims, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux écouter, parce que l'inclusion, c'est aussi une posture d'écoute. Voilà, on ne peut pas juste décréter « je suis inclusif parce que j'ai décidé que », c'est de quoi les gens ont besoin pour se sentir inclus. Donc ce dialogue-là, il est important. On l'a à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Et puis, on est, une fois encore, on a des cadres, on a un code de conduite, on a des principes de management, on a des valeurs et on a de l'implication à tous les niveaux de l'organisation de manière très visible. On travaille beaucoup avec voilà, le top management. On a été la première entreprise du CAC 40 et la première entreprise française à signer avec une autre association voilà, qui s'appelle Jamais sans elle pour s'assurer, alors c'est pas le cas aujourd'hui par exemple, mais qu'on ait des panels mixtes parce que effectivement on est trop souvent quand on parle d'égalité à avoir des femmes sur scène et quand on parle technique à avoir des hommes sur scène. Donc on fait nous assez attention, enfin même très attention à ça. Voilà, donc très exceptionnellement aujourd'hui, je suis dans un panel féminin, mais normalement, on n'accepte pas de panel non mixte parce que c'est important que cette mixité s'exprime. Voilà, donc on essaye plusieurs, enfin pour moi, il y a quand même 5 choses vraiment indispensables. Enfin, peut-être 3, allez, on va réduire, mais il y a en tout cas le cadre et l'exemplarité. C'est indispensable, voilà, de dire il n'y a pas de place pour le racisme, il n'y a pas de place pour l'homophobie dans l'entreprise. Ça, il faut le dire et le redire. Donc, ça fait partie des choses que l'on publie et que l'on dit. De publier des sanctions d'être transparent sur les sanctions qu'on prend. Donc, il y a cette notion d'exemplarité, elle est importante. Il y a une notion de cadre aussi qui est importante, d'éléments très pratiques, concrets, voilà, au quotidien, comment ça se vit. Et puis, il y a d'en faire une affaire collective et pas seulement une affaire que les femmes s'occupent des problématiques des femmes. Voilà, on a été aussi dans un mouvement important de l'ONU qui est le mouvement E4SHE, qui est pour moi un des grands mouvements féministes masculins. Mais alors, j'aimerais bien qu'on prenne vraiment 1 minute pour parler de ce que Domenica pointait tout à l'heure sur la situation des femmes qui décident de porter le voile. On voit à quel point il y a une forme d'hystérie absolument folle dans plusieurs pays d'Europe sur cette question. Comment, quand on est une organisation comme la vôtre, on gère ça? Est-ce que vous avez des femmes voilées dans votre organisation? Parce que la question, pardon, je vais être un peu provocatrice là aussi, la question de la parité, elle est presque... Voilà, c'est admis, il n'y a pas de sujet. La question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, il n'y a pas de sujet. La question des LGBTQIA+, on voit que le mariage homosexuel, quoi qu'on puisse en dire, dans plusieurs pays d'Europe, a fait avancer la cause. Ce n'est pas encore évident
évidemment partout, mais la question religieuse, elle est devenue littéralement, éruptive. Et c'est un mot encore un peu faible. Comment vous gérez ça ? Alors, c'est intéressant, tout à l'heure, on a parlé de laïcité, donc l'entreprise n'est pas un lieu laïque. Voilà, on a la liberté d'opinion religieuse, elle existe dans l'entreprise. Nous, on a évidemment des femmes qui portent le voile, on a des hommes qui portent la kippa. Ce n'est pas un sujet particulier chez BNP Paribas. On n'est pas une entreprise laïque, on est une entreprise où la religion a sa place et les convictions religieuses ont leur place. On est très réglementé en Europe sur ces sujets, donc je dirais qu'on applique la législation. Il y a effectivement beaucoup de problématiques. Alors, il y a un rapport chaque année qui sort, qui est celui de l'Institut Montaigne, qui est un rapport intéressant sur justement le fait religieux en entreprise. Et il se trouve que chez BNP Paribas, donc voilà, nous, on n'a pas ce problème-là, c'est-à-dire que la religion ne désorganise pas le BNP Paribas. On a une chaîne de podcast qui s'appelle In My Shoes. Voilà, si vous voulez écouter, elle est aussi à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Donc In My Shoes sur n'importe quelle plateforme de podcast. Et on a fait plusieurs podcasts sur la religion. On en a notamment fait un avec Delphine Orvillers. Et nous, on considère qu'arriver avec des convictions, c'est voilà, les convictions morales sont aussi des choses qui sont de la richesse. Donc aujourd'hui, en tout cas chez nous, ça ne pose pas de problème. Mm-hmm. Dominica, peut-être un dernier mot là-dessus et ensuite préparez vos questions parce que ça va être à vous. Merci beaucoup. C'est très inspirant de vous écouter, d'écouter vos points de vue très proches de la réalité. Je pense que, à mon sens, la législation est très importante. On la prend souvent pour acquise, mais nous en avons besoin. Et comment suivre le travail effectué au niveau des organisations, des universités, des lieux de travail. C'est très important. Par exemple, le projet Horizon pour les universités et l'enseignement supérieur s'intéresse au genre, mais ne discrimine pas les autres intersectionnalités. Et c'est très important. Et il faut également un dialogue. C'est très important également. Comment créer un lieu de travail où le mentorat, la formation rendent les choses possibles? Et un problème que l'on rencontre dans une des agences de l'Union européenne, ce qu'on a vu par des études, c'est un problème lié au non-signalement. Il n'y a pas assez de signalement. Et ça, c'est problématique. Comment faire? Parce qu'on reçoit des plaintes. Mais par exemple, dans cette agence, il y a eu des problèmes d'inégalité salariale. Alors comment est-ce qu'on fait en sorte de maintenir ces valeurs? Merci beaucoup. Je crois savoir que vous avez un train, donc si vous devez vous éclipser, je vous en prie, partez quand vous voulez, mais on va vous passer la parole dans la salle. Alors, qui se lance? Monsieur. Bonjour. Alors, ma question concerne justement la charte qui a été signée par BNP Paribas et Jamais sans elle, donc signée par tout le comité exécutif, composé de 17 hommes et 3 femmes. À quand la parité au comité exécutif de BNP Paribas? Merci pour cette question. Alors, c'est une bonne question, mais c'est 6 femmes et pas 3. Non, en 2019, il y en avait 3. Et bien, voyez, 2019, nous avons doublé en 2 ans, voilà, en 3 ans. Voilà, donc non, on a un objectif à 40%. Effectivement, en 2019, on avait 3 femmes au comité exécutif. On en a aujourd'hui 6. Donc, voyez, nous sommes sur le chemin. Tout ceci est un chemin, parfois un peu long, il faut l'admettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous trouve bien timide.
Ou alors vous digérez encore et dans ce cas-là, c'est vraiment très très long votre digestion. Hein? Pas de questions? Bon, bah écoutez, moi j'en ai une, hein, puisque du coup, peut-être un dernier tour de table pour clôturer, mesdames, et merci pour cet échange, mais qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratico-pratique si on veut justement qu'en termes de temporalité, on ne se pose pas les mêmes questions dans 15 ou 20 ans pour que véritablement les choses avancent? Qu'est-ce qu'il vous semble être l'urgence dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années? Allez, Tatiana, c'est vous qui commencez. Bom, evidentemente que a resposta óbvia, a urgência atual, Bon, évidemment, pormos fim la réponse serait de mettre un terme à cette guerre et à d'autres guerres qui surviennent dans le monde entier selon une perspective féministe, pacifiste. Pour moi, la guerre est une grande inquiétude. Et pour rester pragmatique, pratique, car nous ne parvenons pas à trouver de solution en 3 jours, pas de solution, pas de panacée magique en 3 jours. Et puis, pour revenir à cette question, si j'étais première ministre ou présidente de mon pays, je pense qu'une façon de progresser, et comme je fais partie de réseaux d'organisations qui cherchent à exercer pression et faire du plaidoyer à ce sujet, investir dans les pratiques de soins, de sollicitude. Et une des façons de le faire, c'est de faire en sorte que le congé de paternité soit obligatoire, remboursé à 100%. Et je pense que grâce à cela, dans 10, 15, 20 ans, nous aurons un autre point de vue et certainement des améliorations dans tout ce qui a trait à la discrimination entre hommes et femmes dans les différents lieux de travail, recherche, dans la société en général. Merci beaucoup. Annabella. Bem, eu acho que nós, voltando às diferenças Pour revenir à ces différences que j'ai évoquées, je pense qu'il faut continuer à travailler sur l'égalité de salaire. Il y a de fortes différences et lorsqu'on consulte par exemple les montants des retraites en Europe, c'est criant. Et cela malgré le fait qu'il y ait des législations nationales dans la plupart des pays européens. Ces pratiques ne sont pas appliquées, tout simplement. Et puis je pense que le marché fait aussi son travail. Comme cela a été très bien dit, c'est un chemin. De nombreuses organisations fixent des objectifs en termes de diversité, variété, représentativité des femmes, augmentation de la durée des congés, mise en œuvre de projets. Tout cela est en cours. Cela deviendra d'ailleurs une norme sur le marché et malgré l'absence de loi, car c'est aussi cela qui est mis en valeur par les employés. Le changement est en cours. Je le vois tous les jours au quotidien avec les entreprises qui travaillent avec nous. Comme l'a très bien dit Marine, la diversité est une compétence. Elle n'a pas besoin d'être évaluée, mais c'est une compétence sur le marché et elle est mise en valeur par les clients, par les consommateurs, par les employés. Et dans ce sens, les choses se passent. Et je pense que cela fait toute la différence. Et puis, autre chose, en ce moment même, les premières grandes organisations mondiales commencent à également associer les rémunérations selon l'égalité du genre. Et cela change la façon d'être. Car les cadres
fonctionne avec des carottes, on va dire. Et lorsque ma carotte est à 3 mois, je regarde les résultats et je travaille en fonction des résultats. Donc toutes les autres questions sociales sortent de l'équation parce que tout ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Mais si nous introduisions ces critères au sein même de l'équation, eh bien, on les prend en considération. Et cela se produit déjà. Malheureusement, cela ne se passe pas encore de façon transversale, mais c'est la voie que nous suivons en ce moment. Et c'est une partie de la solution. Voilà la première mesure, ma première mesure en tant que Première ministre. Caroline. Alors moi, je dirais peut-être 2 choses en conclusion. Moi, je crois beaucoup au fait d'amener ces sujets sur la stratégie, sur le cœur de l'entreprise, de relier ça à des sujets de business. Alors, on n'en a pas parlé, mais les entreprises qui sont les plus diverses aujourd'hui, elles sont aussi les plus performantes financièrement sur le long terme. Donc, voilà, c'est de s'assurer qu'à un moment donné... C'est vérifié, ça. Oui, c'est des études de McKinsey qui vérifient et qui même montrent que... voilà, alors il y a des études aussi aux États-Unis parce qu'on peut mesurer la diversité ethnoculturelle, mais plus l'entreprise est diverse, plus elle a de chances d'être performante. Donc, moi, je crois beaucoup au fait de mettre ça au cœur de l'entreprise. Et je crois aussi beaucoup au fait que le sujet de l'égalité ne peut pas être un sujet que féminin, mais c'est un sujet qui doit embarquer les hommes. Nous, c'est effectivement comme ça qu'on travaille. Voilà, Jamais sans elle, c'est des hommes qui s'embarquent pour l'égalité. E4She, c'est aussi des hommes qui s'embarquent pour l'égalité. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont très partants pour revoir ces concepts de masculinité auxquels ils n'adhèrent pas forcément ou ils adhèrent plus. Et je pense que c'est en capitalisant aussi sur ce que les hommes sont prêts à faire pour l'égalité qu'on avancera plus vite. Donc effectivement, l'inclusion, l'égalité n'est pas qu'une affaire de femmes, tout comme les questions de diversité ne sont pas qu'une affaire de non-blancs. Domenica, vous aurez le mot de la fin en 1 minute. Merci beaucoup. Je vais commencer par l'éducation et la pré-éducation, c'est-à-dire enseigner aux plus jeunes, créer un environnement de travail inclusif qui va au-delà des stéréotypes. Voilà la première chose. Comprendre notre humanité partagée. Et puis, en deuxième lieu, pour les entreprises en général, il faut reconnaître, prendre conscience de ce qu'est la discrimination, car très souvent, nous avons une vision étroite de ce qu'est la discrimination. Comprendre pleinement la discrimination est la première étape pour créer une organisation qui soit inclusive, une société inclusive. Et puis, pour terminer, une littératie intelligente, professionnelle, il faut comprendre que nous sommes dans une période particulière de notre vie qui crée l'intelligence artificielle, qui nourrit l'apprentissage des machines, car si ces apprentissages sont munis de préjugés, cela va encore empirer la situation. Il faut vraiment qu'il y ait un apprentissage et une connaissance sur la question. Autrement, nous allons perdre le contrôle de notre futur. Voilà ce que je ferai du point de vue de l'éducation. C'est tout pour l'instant et merci beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup Domenica, Caroline, Tatiana, Annabella et merci à Marine et à Marie pour leurs interventions. Merci à toutes. Et parce que c'est ma dernière conférence, vous allez avoir une petite pause et vous allez reprendre. Je voudrais vraiment remercier les interprètes qui font un travail absolument extraordinaire. Et donc pour la qualité de cet interprétariat, vraiment, en mon nom et en toutes celles qui sont avec moi aujourd'hui, je voulais vraiment vous remercier. Et bien entendu, ces échanges continuent. À très bientôt. Merci Nora, merci à toutes. Et en effet, ces échanges continuent. Je vous donne rendez-vous à 16h30 pour la dernière table ronde de la journée. Et nous ne pouvions pas faire un forum sur l'égalité des genres en Europe sans poser la question de ce concept de genre et de ce qu'il permet et dans quelle manière il permet d'avoir un nouveau regard sur la société. Ce sera à 16h30. Merci à toutes et tous.